Eh bien, tout d'abord, merci à Sylvain Rochat, puis aux gens qui m'ont invité et qui ont si bien préparé cette réunion. Merci aussi pour la belle affiche qui vous a fait venir. Et merci à tous d'être venus m'écouter présenter mes idées. Alors, l'affiche parle de l'avenir du Parti socialiste, mais je dois préciser, je ne fais pas partie du PS, je ne fais d'ailleurs partie d'aucun parti ni d'aucun mouvement. Je suis un citoyen lambda. Ceci étant dit, je vois bien que le PS est dans une situation assez difficile, comme toute la gauche d'ailleurs. On entend bien sûr beaucoup d'hommes politiques attaquer Macron et s'indigner de ce qu'il fait, mais il s'agit surtout d'être contre la situation actuelle, d'être contre telle ou telle mesure, et très peu de gens font des propositions pour quelque chose d'autre. Et de toute manière, ces propositions positives sont des mesures isolées qui ne constituent pas une vision d'ensemble qui permettrait de redonner espoir aux gens. C'est pas tout de se débarrasser du passé, encore faut-il savoir ce qu'on va mettre à la place. Ce que je dis dans les tracts et les programmes des mouvements et des partis de gauche, ce sont surtout des actions défensives. Il s'agit de préserver les droits des travailleurs, leur redonner de l'autonomie, réduire le temps de travail, tout ça je suis entièrement d'accord, c'est très bien, mais ces propositions tendent tous à protéger les salariés. Or, logiquement, s'il y a des salariés, ça veut dire qu'il y a des patrons, ça veut dire que ces propositions restent dans un cadre capitaliste. Elles s'attaquent aux symptômes du mal et non pas à la maladie elle-même. Pour moi, c'est inacceptable, car c'est le principe même du capitalisme que je rejette. Pour bien clarifier ma position, permettez-moi de préciser ce que je considère comme l'essence même de ce système. Capitaliste, par définition, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Cet argent, il l'a gagné en effectuant un certain travail. Alors ce travail peut être honnête ou malhonnête, c'est peut-être lui qui l'a fait, ou ses ancêtres, peu importe. Il y a eu un travail qui a été payé. Alors, au lieu d'utiliser cet argent pour, je ne sais pas moi, acheter une maison, acheter un bateau, faire la foire ou quelque chose, le capitaliste achète des outils, c'est-à-dire des biens de production. Il achète, entre guillemets, des travailleurs qu'il fait produire quelque chose et produire des bénéfices. Et alors c'est là où ça se gâte. Les bénéfices, il les met tous dans sa poche, et ceux qui ont fait le boulot doivent se contenter de miettes sous la forme d'un salaire fixe. C'est cela qui constitue pour moi le caractère intrinsèquement pervers du capitalisme, et qui me fait rejeter tout mouvement qui s'accommode de ce système, y compris, alors je suis désolé pour vous, la social-démocratie. Alors vous me direz que l'alternative au capitalisme, c'est le collectivisme en général. Alors le collectivisme, c'est beaucoup plus sympathique, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, tu as besoin de quelque chose, on te le donne, tu peux donner quelque chose à la communauté, tu le donnes aussi. Le problème, c'est que l'être humain est un singe, que je qualifierais d'égoïste, territorial et agressif. Ce qui explique que le collectivisme ne marche pas. Alors recevoir, tout le monde veut bien. Mais quand il s'agit de donner quelque chose gratis, c'est une autre histoire. Les régimes collectivistes ont tous été obligés de tomber dans les horreurs que vous savez, et ça, personne n'en veut plus. Alors je me suis trouvé il y a bien longtemps devant ce dilemme. Je ne veux pas du capitalisme, mais je ne veux pas non plus d'un collectivisme quelconque. Qu'est-ce qui me reste? Ça fait 50 ans que je cherche, et j'ai fini par définir mon propre système, et c'est l'objet du livre que je viens de publier finalement. Alors c'est un très beau livre, avec une belle couverture, j'espère que vous en conviendrez, parce que c'est mon fils qui l'a dessiné. Mon but dans ce livre était d'arracher l'économie aux capitalistes, et sans l'abandonner à une collectivité quelconque, c'est de rendre l'économie enfin aux gens qui travaillent. Les outils de production doivent appartenir aux travailleurs, et les travailleurs doivent empocher la totalité des fruits de leur travail.
puisque dans mon système, l'économie doit appartenir aux travailleurs, j'ai décidé de l'appeler travaillisme, sans que ce mot ait quoi que ce soit à voir avec le programme du Labour Party anglais, si tant est qu'il en est un d'ailleurs. Pour définir comment pourrait marcher le travaillisme, je suis parti de l'idée de Proudhon, qui est, comme vous le connaissez, vous savez, la coopérative de producteurs. Et entre parenthèses, contrairement à ce que j'ai dit au début, je suis bien socialiste, mais socialiste façon 19e siècle. Nous avons en France un grand nombre de coopératives de producteurs qui sont appelées SCOP, Sociétés coopératives ouvrières de production. Mais dans ces SCOP, on trouve certains coopérateurs qui apportent le financement nécessaire sans faire du travail. Et à l'inverse, les SCOP peuvent embaucher des salariés, qui ne reçoivent donc qu'un salaire. Alors pour moi, ça veut dire que les SCOP sont encore une forme de capitalisme. L'autre problème, et c'est plus grave, c'est que les SCOP et toutes les coopératives de producteurs façon Proudhon ne fonctionnent que pour de petites structures. La moyenne est une vingtaine de personnes. Et ce qui est normal, puisque la coopérative est financée par l'argent des coopérateurs, et que la plupart de ces gens ne possèdent pas grand-chose au début, donc 0 plus 0, ça fait 3 fois rien, et c'est certainement pas suffisant pour acheter Airbus, Bouygues, L'Oréal, ni même Whirlpool ou GM&S. Alors ce que j'ai voulu trouver, c'est un système qui permette d'élargir l'idée de la coopérative de producteurs à l'ensemble des entreprises, aussi grandes soient-elles. Puisque les futurs coopérateurs n'ont pas les fonds nécessaires pour cela, il est indispensable que ces fonds viennent de l'extérieur. On ne va pas demander aux banques capitalistes de leur prêter de l'argent, ça c'est certain, et j'ai donc imaginé un financement parce que j'ai appelé la Caisse des travailleurs. Je n'ai pas voulu utiliser le nom de banque du peuple que Proudhon avait proposé, parce que j'aime pas trop les mots de banque, il y a d'ailleurs celui de peuple. Mais c'est un peu le même principe. Ma Caisse des travailleurs prêtera à intérêt nul l'argent nécessaire à ceux qui veulent créer une coopérative ou développer ou entrer dans une coopérative existante. Ce prêt doit être accordé aux jeunes qui entrent dans la vie active, mais également aux adultes qui veulent changer de métier. Alors, ces coopératives doivent être dirigées par un directeur, bien entendu, mais il ne doit plus y avoir de petits chefs, et chaque coopérateur doit être maître et responsable de son travail. La rémunération de chacun doit être calculée selon un certain nombre de critères objectifs et acceptés par tous. Alors, par exemple, le nombre d'heures de travail, la productivité, la durée des études nécessaires, la nature des connaissances et bien entendu la pénibilité, plus d'autres critères, j'en suis sûr. Alors vous allez penser, tout ça c'est bien gentil, mais d'où vient l'argent de cette caisse des travailleurs? Et la réponse est simple, il ne peut venir que de l'impôt. Alors à partir de là, tout s'enchaîne, et il m'a fallu modifier pas mal de choses. Alors accrochez-vous, on y va. D'abord, l'impôt doit être accepté par les contribuables, c'est-à-dire qu'il doit être perçu comme juste et équitable. Et pour cela, je propose de supprimer tous les impôts, les taxes et les contributions actuelles, tous, y compris la TVA, les charges sociales et les impôts sur les bénéfices des entreprises, et de remplacer tout ce fatras par un seul impôt, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En effet, les profits faits par les entreprises capitalistes et par mes futures coopératives finissent bien par aboutir un jour dans la poche de quelqu'un. Ce n'est donc pas les entreprises qui font des bénéfices, ce sont des gens, que ce soit des actionnaires maintenant ou des coopérateurs, et ce sont ces gens qu'il faut imposer sur la totalité de leurs revenus. Deuxième point, c'est classique, l'impôt doit être progressif, c'est-à-dire que les personnes qui gagnent plus doivent payer un impôt proportionnellement plus élevé que les personnes plus modestes. Il faut se débarrasser aussi du système antédiluvien des tranches d'imposition. C'était indispensable à l'époque de la plume d'oie, mais on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est calculer un pourcentage d'imposition selon une courbe continue, une sinusoïde qui part doucement et qui se redresse peu à peu jusqu'à aboutir, bien sûr, à s'arrêter à un certain plafond.
Alors, dernier point, l'impôt doit débuter par ce que j'appelle un impôt négatif. Pour que ceux qui ne gagnent rien, les chômeurs et les enfants par exemple, ou qui gagnent moins qu'un certain minimum, reçoivent de l'argent au lieu d'en donner. Alors c'est bien sûr un peu l'idée du revenu universel, dont on parle beaucoup en ce moment, la différence étant que mon impôt négatif ne serait pas versé à tout le monde, mais seulement à ceux qui ne gagnent rien ou qui ne gagnent pas suffisamment. Quand les gens commencent à travailler, leur impôt négatif diminuerait, mais doucement, de manière à ce que ce qui continue de toucher en impôt négatif plus leurs petits revenus soit supérieur au minimum, ce qui les inciterait à chercher du boulot. Lorsqu'ils gagnent plus que le minimum, ils commenceraient à être imposés et leur impôt, comme je te disais, augmenterait progressivement avec l'augmentation de leurs revenus. Comme l'impôt est calculé sur la totalité du revenu, quelle que soit son origine, les gens se rendent compte qu'ils sont tous logés à la même enseigne et que les riches ne sont plus favorisés. C'est un point, je pense, très important pour que l'impôt soit accepté par tous. Alors, une question accessoire est de décider à quel niveau territorial cet impôt doit être prélevé. Est-ce que ça doit être la commune, la région, la nation, etc. Pour moi, je pense qu'il doit être prélevé au niveau le plus élevé possible, qui est la fédération européenne. En effet, je suis partisan d'une Europe fédérale à 3 niveaux territoriaux, avec une fédération constituée de provinces, chaque province étant constituée d'un certain nombre de districts. Ces provinces doivent être des entités culturellement viables et non pas les assemblages hétéroclites des régions actuelles en France. On met dans le même sac des Poitevins et des Basques, ou bien de l'autre côté des Savoyards et des Auvergnats. Les provinces françaises sont généralement 4 à 5 millions d'habitants, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des entités provinciales en Europe, les Länder allemands par exemple. Alors ces provinces doivent donc comprendre un certain nombre de districts qui correspondent en gros aux communautés de communes actuelles, avec quelques dizaines de milliers de personnes chacune. Alors, bien entendu, il y aura des provinces et des districts plus riches que les autres, mais ces divisions sont assez homogènes en nombre d'habitants, ce qui est loin d'être le cas des 27 pays de l'Europe actuelle, où les 83 millions d'Allemands cohabitent avec les 450 000 Maltais ou les 600 000 Luxembourgeois. Pour en revenir à l'impôt, j'ai dit qu'il devait être prélevé au niveau le plus élevé, au niveau de la fédération. En revanche, le produit de cet impôt doit être redistribué à chaque communauté territoriale en fonction du nombre de ses habitants. Lorsque j'ai dit ça à vos amis de la section PS de Fontaine-le-Comte, ils m'ont fait remarquer que ce type de redistribution allait désavantager les petites communes rurales. Ils m'ont cité comme exemple l'entretien de la voirie, parce qu'apparemment, un entretien d'1 kilomètre de chemin d'une petite commune coûte plus cher que l'entretien d'1 kilomètre de rue dans une grande ville. Alors, je ne suis pas ingénieur des ponts et chaussées, et je ne suis pas qualifié pour parler de ce genre de problème. Je vous propose juste des idées générales, et après, c'est aux spécialistes de les mettre en œuvre. Mais je précise ici qu'il faut faire la différence entre les dépenses de fonctionnement, dont l'entretien des routes, et les dépenses d'investissement, qui sont les fonds nécessaires à la création de coopératives. Et ce sont ces fonds qu'il faut redistribuer, pour moi, en fonction du nombre d'habitants. Ça veut dire qu'une personne riche qui habite dans une région pauvre va payer autant d'impôts qu'un riche qui habite une province dans une région riche, ayant le même revenu, bien sûr. Alors inversement, les pauvres d'une province riche toucheront les mêmes aides que les pauvres d'une province pauvre. Quant aux gens qui veulent créer une coopérative, un atelier de plomberie par exemple, ils seront tous aidés de la même manière, que leur plomberie se situe à Poitiers, à Paris ou à Varsovie, par exemple. À noter qu'un tel système résoudrait pas mal de problèmes actuels, et en particulier ceux qui se posent entre la Catalogne et l'Espagne. Les Catalans veulent leur indépendance pour un certain nombre de raisons, mais surtout parce qu'ils ont l'impression que la Catalogne paye à Madrid plus que ce que Madrid renvoie à la Catalogne. Si les Catalans payaient à la Fédération européenne le même impôt que les Madrilènes à revenu égal, et si les pauvres de Barcelone recevaient les mêmes aides que les pauvres de Madrid,
je pense que ce problème disparaîtrait. Revenons-en au travaillisme. Alors vous aurez noté que l'impôt sur le revenu dont je parle doit payer non seulement les dépenses de financement actuelles, comme les dépenses de fonctionnement, je veux dire, comme à l'heure actuelle, mais également permettre à chaque génération d'acheter la totalité de ses moyens de production. Les sommes à mettre en œuvre dans le calcul de l'impôt seront colossales et les gens refuseront de payer un impôt gigantesque. La seule façon de s'en sortir, c'est de revoir la question de l'héritage. Avec le travaillisme, chaque personne reçoit de la Caisse des travailleurs l'argent nécessaire à son entrée dans le monde du travail. Ce qu'elle hérite actuellement de ses parents n'est donc plus nécessaire. Je supprime donc complètement l'héritage. C'est sans doute celle de ma proposition qui est le plus difficile à faire admettre, parce que les gens raisonnent souvent dans le système actuel, qui est un système fondamentalement injuste, dans lequel il faut se battre pour exister d'une manière décente, et où il est tout à fait naturel que les parents essayent d'aider leurs enfants pour faire des études, acheter un logement ou trouver du travail. Ce n'est plus le cas du travaillisme, qui est, je vous le rappelle, un système essentiellement juste, dans lequel la Caisse des travailleurs aide chaque individu à faire des études, acheter une maison et s'établir dans une coopérative. En fait, avec le travaillisme, vos enfants vont bien hériter, mais pas de vous. Le gros avantage, c'est qu'un jeune qui a des parents pauvres recevra autant qu'un jeune né par chance dans une famille riche, et qu'il commencera sa vie sans handicap. Et à l'inverse, qu'un jeune né dans une famille riche ne sera pas avantagé d'une manière injuste. Quand j'ai commencé à mettre mes idées sur le papier, c'était en 1994 pour être exact, la première personne à qui j'ai fait lire mon brouillon m'a fait remarquer que mes idées étaient dangereuses parce qu'elles me donnaient un pouvoir énorme au gouvernement qui, seul, pouvait décider quelles étaient les coopératives qui méritaient d'être financées. Je lui ai répondu qu'il avait parfaitement raison, et donc j'ai ajouté une section sur la question du pouvoir, dans lequel j'ai bien sûr complètement chamboulé les systèmes actuels. Le but pour moi était de trouver un régime dans lequel les individus sont réellement au pouvoir. Parce que si vous regardez les régimes qu'on appelle démocratiques dans le monde entier et au cours des âges, vous verrez que certains donnent le pouvoir réel à une chambre législative, c'est-à-dire aux députés qui élisent le chef de l'exécutif. Le meilleur exemple, c'est bien sûr la 4ème République en France, qui a été une belle pétaudière, comme vous le savez. À l'opposé, on trouve les régimes présidentiels, dans lesquels l'essentiel du pouvoir appartient à l'exécutif. En fait, l'idéal démocratique tel qu'il a été défini par Montesquieu propose en fait sur 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, chaque pouvoir devant être indépendant des 2 autres pour être capable de se surveiller mutuellement. On en est très loin. Voyons donc comment on pourrait améliorer la situation. J'ai dit que j'étais partisan d'une Europe à 3 niveaux, fédération, province, district. Pour ne pas trop m'étendre, ce soir, je ne parlerai du pouvoir qu'à l'échelon fédéral, en commençant par le pouvoir exécutif. Le chef de l'exécutif, que j'appelle gouverneur, parce que je n'aime pas les mots de président ni de ministre pour des raisons étymologiques, donc le gouverneur doit être élu au suffrage universel direct, d'après le programme qu'il propose et le budget dont il a besoin pour mettre en œuvre ce programme. Les électeurs doivent donc choisir à la fois un candidat, son programme et son budget. Ce gouverneur élu reste en place tant qu'il respecte son programme et son budget. S'il s'en écarte, c'est aux citoyens de décider au cours d'une consultation s'ils considèrent que cette déviation est justifiée par un cas de force majeure. Sinon, ils peuvent décider de se débarrasser du gouverneur et d'en élire un autre à sa place avec un programme plus réaliste. Deuxième pouvoir, le pouvoir législatif. Pour moi, les législateurs doivent se cantonner à l'élaboration des lois. Ils n'ont pas à empiéter sur les responsabilités de l'exécutif, et en particulier, ils n'ont pas à voter le budget, ni à nommer le chef de l'exécutif, puisque ces actions ont déjà été faites par les citoyens directement.
Il doit uniquement se concentrer sur les lois et faire également tous les règlements, les normes, les procédures et tous ces trucs auxquels nous sommes confrontés toute notre vie, qui ne devraient pas être décidés par des fonctionnaires non élus. Alors le problème ici, c'est de s'assurer que les électeurs représentent vraiment, que les élus, pardon, représentent vraiment leurs électeurs. J'ai entendu un jour René Monoury déclarer que l'élu tient sa seule légitimité de son élection. Ce qui veut dire, une fois élu, j'en fais à ma tête et personne ne peut rien me dire jusqu'à la prochaine élection. C'est tout à fait inacceptable, il faut trouver autre chose. Donc dans le système que j'ai inventé, les élections ne se passent plus du tout comme maintenant. Chaque citoyen arrivant à l'âge adulte choisit quelqu'un qui a les mêmes opinions que lui sur un certain nombre de questions. Lors des votes à la Chambre législative, ce représentant dispose d'un vote d'autant plus fort qu'il est choisi par un plus grand nombre d'électeurs. Si par exemple 20 000 personnes lui font confiance, il aura une voix. S'il a 40 000 personnes l'ont choisi comme représentant, il aura 2 voix, etc. Si un électeur se rend compte que son représentant n'a plus les mêmes idées que lui, ou si lui-même change d'idée, il lui suffit d'aller à la mairie et de reporter sa voix sur quelqu'un d'autre. Il s'agit donc d'une sorte d'élection permanente qui assure à chaque instant que les membres de la Chambre législative représentent bien l'opinion des citoyens. Quand j'ai commencé à parler de cette idée à mes amis, ils m'ont dit que les gens se laissent mener par leurs émotions, que chaque fois qu'il y aura un fait divers particulièrement atroce, ils vont se précipiter et donner leur vote aux gens qui proposent plus de fermeté, des trucs comme ça. Alors j'ai dit que c'est très vrai, mais il faut se poser la question, on est en démocratie ou on n'y est pas? Si on est en démocratie, il faut faire confiance aux gens. Sinon, il faut passer à un système dans lequel seules des élites auront le droit de prendre des décisions. Personnellement, je veux faire confiance aux individus, mais bien entendu, il faut leur apprendre à raisonner et à faire des choix objectifs. Je pense pour moi que c'est un rôle majeur que doit jouer l'éducation nationale, sans pour autant qu'il soit question de donner aux élèves des réponses toutes faites. Ce n'est pas la question. Il faut leur donner des outils qui vont leur permettre de se faire leur propre opinion d'une manière objective, sans se laisser berner par la première rumeur qui circule sur Internet. En somme, Platon voulait que la cité idéale soit gouvernée par les philosophes. Moi, je dis que chaque citoyen doit devenir philosophe pour pouvoir gouverner la cité. Et je suis sûr que c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, la personne qui avait la première exprimé des idées, des réserves sur la capacité des gens à prendre de bons choix, m'avait dit texto, n'empêche qu'avec ton système, la peine de mort n'aurait jamais été abolie. Et c'est vrai qu'en 1981, la loi a été passée par l'Assemblée contre l'opinion de la majorité des Français de l'époque. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Même aux États-Unis, il paraît que 33% des Américains sont contre la peine de mort à condition qu'on leur propose une peine alternative sérieuse, comme par exemple la perpétuité à perpétuité, la véritable perpétuité, pardon. Ça veut dire que l'opinion peut évoluer et il suffit d'apprendre aux gens à bien raisonner. Alors passons au troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui est le parent pauvre des deux autres, depuis que la démocratie existe. Le ministre de la Justice est nommé par le président, le Premier ministre, c'est-à-dire par l'exécutif. En France, le Conseil constitutionnel est nommé pour un tiers par le président de la République, pour un tiers par le président du Sénat et par un tiers par le président de la Chambre. Ça veut dire en partie par l'exécutif, en partie par le législatif. Aux États-Unis, les membres de la Cour suprême sont nommés par le président et confirmés par le Sénat. Tout ça, c'est bien joli, mais ce n'est pas de la démocratie. Ce qu'il faut, c'est un troisième pouvoir réellement indépendant des deux autres. Et je propose pour cela de créer une chambre judiciaire dont les représentants seraient élus de la même manière que les représentants à la Chambre des députés. Alors, je précise qu'il n'est pas question de faire élire les juges directement par la population, comme dans les villes du Far West, si on en croit les westerns. Ma chambre judiciaire sera chargée des tâches
traditionnellement accomplie par le ministre de la Justice, et c'est elle, entre autres, qui nommera les juges. Cette chambre judiciaire pourra donc, en toute indépendance, surveiller les deux autres pouvoirs et s'assurer qu'ils font bien leur boulot. Grâce à ces trois pouvoirs indépendants, j'espère que la Caisse des travailleurs pourra permettre à chacun de choisir un métier qui lui plaît et d'avoir le revenu qui lui convient. Il faut pour cela que les gens reçoivent l'éducation indispensable pour faire le métier choisi, et il est donc nécessaire de faire en sorte que l'enseignement et les écoles en général cessent de s'intéresser surtout aux élites et qu'elles forment tous les citoyens. Chaque établissement d'enseignement sur tout le territoire de la fédération doit recevoir un financement calculé en fonction du nombre de ses élèves. Il ne devrait plus y avoir des lycées d'excellence. Au contraire, ou alors plutôt, il faudrait que tous les lycées soient des lycées d'excellence. L'enseignement doit être totalement gratuit, bien entendu. Les barrières artificielles doivent être supprimées, à commencer par le numerus clausus. Tout établissement public doit avoir un niveau au moins aussi bon que n'importe quel établissement privé dans la même région. Alors, je parle un petit peu des méthodes d'enseignement dans mon livre. Par exemple, j'avais inventé il y a 30 ans un système qu'on appelle maintenant les classes inversées et qui commence à se répandre, enfin très, très répandu aux États-Unis, commence à arriver en France. Mais le choix des méthodes concerne surtout les enseignants eux-mêmes. Tout ce que je leur demande, c'est que ces méthodes permettent à chaque jeune de réaliser son plein potentiel. Alors, mon bouquin comprend beaucoup d'autres propositions, je parle des robots, de la mondialisation, etc., mais je préfère en rester là pour ce soir. Un dernier mot pourtant, les gens qui lisent mon livre me disent souvent qu'ils ont trouvé mes idées très sympathiques, qu'ils sont très attirés par le système que je propose, mais que ça ne marchera jamais, que les gens n'accepteront pas, et surtout, ils me sortent le grand mot, c'est de l'utopie. Alors, une utopie, ce n'est pas forcément une idée fumeuse. Et une utopie d'hier peut très bien devenir la réalité d'aujourd'hui. Par exemple, le suffrage universel ou le vote des femmes étaient dans le temps des utopies. Et à noter au passage que les idées que j'ai développées il y a 30 ans, et qui étaient vraiment considérées comme des utopies à l'époque, sont maintenant, certaines sont en tout cas sont acceptées et passent dans le discours politique ou dans les réalisations réelles. Je parlais des classes inversées par exemple. Je constate depuis quelques mois qu'on parle de toute façon beaucoup d'utopie dans les journaux ou dans les discours de nombreux hommes politiques qui se rendent compte que les gens en ont marre des systèmes actuels et qu'il faut trouver autre chose. On parle de dégagisme pour désigner les gens qui sont contre tout. D'ailleurs, il y a un parti qui est très bon pour ce genre de choses. L'opposition systématique ne suffit plus. Les gens ne veulent plus de vieilles recettes éculées, il faut leur trouver qui ont prouvé qu'elles ne marchaient pas. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver un espoir, un but, qui sera certainement long à mettre en place, mais qui leur redonnera foi en l'avenir. Ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle utopie, et c'est cette utopie que j'ai voulu proposer. Permettez-moi, pour conclure, de vous lire les 2 derniers paragraphes de mon bouquin. Avec le travaillisme, soudain tout change. Les gens qui réussissent paient pour aider les autres à s'établir. Les salariés deviennent des associés. Les chefs et les petits chefs se transforment en collègues et leurs anciens sous-fifres obtiennent, sinon les mêmes fonctions, du moins les mêmes droits qu'eux. Il n'est plus nécessaire de se battre, le succès passe par l'entraide. Bien entendu, le singe est toujours là, prêt à montrer les dents. Mais je ne peux m'empêcher de rêver. Si la bête n'est plus excitée quotidiennement par les nécessités de la lutte pour la vie économique, peut-être acceptera-t-elle de se calmer et d'aller s'endormir au plus profond du système limbique. Peut-être alors l'espèce humaine réussira-t-elle à éviter la révolution mondiale et la guerre nucléaire pour survivre autrement que sous la forme de déchets radioactifs. Merci de votre attention.